Salut à tous, c'est Clément Maraîcher du Nord. Bienvenue à tous pour cette semaine 10. Cette semaine ensoleillée. Grand soleil pour toute la semaine apparemment. Même si les matinées sont encore bien fraîches, on a encore quelques gelées. Mais dans la journée ça tape et c'est vraiment bien. Du coup, programme de la semaine, du moins une partie du programme, ça va être la plantation des bulbes. Mais avant de pouvoir planter, il y a pas mal de choses. Puisqu'ici, donc les bulbes, on va les mettre ici. Donc j'entends par bulbe ail, oignon, échalote. J'aimerais bien faire ça en fin de semaine. Alors la stratégie, c'est que bon, on sera ici pour les bulbes sur toute cette longueur là. L'idée, c'est de venir ici broyer le couvert. Donc je vais pas broyer toute la parcelle, puisque bon, c'est... On marque un peu, je pense pas qu'on tasse, mais on marque un peu. Donc enfin on s'enfonce pas du moins. On peut avoir un petit peu de tassement, mais c'est pour ça que je vais pas prendre le risque d'aller faire tout le reste. Le reste on le fera plus tard, on a largement le temps. Ce sera pour des plantations bien ultérieures. Ici j'aimerais bien quand même mettre mes bulbes. Donc broyage sur la partie qu'on va planter, labour. Et ensuite on fera sécher le labour. Alors en effet on va profiter de cette semaine ensoleillée pour faire sécher le labour. Quand on laboure, on crée une terre très poreuse, forcément, retournée, soufflée. Donc l'air il passe facilement et le soleil va permettre de sécher la surface pour faire un petit travail en superficiel et ensuite venir y planter les bulbes. Donc c'est pour ça que je fais cette semaine, parce que justement on annonce une semaine ensoleillée. Comme ça, si ça peut sécher quelques jours et qu'en fin de semaine, j'aimerais bien vendredi essayer de planter. Voilà. Donc on verra si le temps, le soleil est suffisant pour faire sécher comme je le souhaite. Alors dans le couvert ici on avait févrole, moutarde et facélie. La facélie c'est pas super exprimé à cause de la moutarde, je trouve. Il y en a un petit peu, on la voit mais pas assez par rapport à ce que j'avais mis. Par contre moutarde et facélie, oui, ça c'est bien. Enfin moutarde et févrole, pardon. Ça c'est bon. Et la févrole elle est morte, enfin on voit elle est toute marron parce que c'est la févrole de printemps qui est morte avec le gel, mais assez sur le tard quoi. Sur le tard, donc il a fallu... On n'a jamais eu des grosses gelées, mais c'est la succession des petites gelées qui l'a fait mourir. Mais voilà, ça fait que 2 semaines qu'elle est même pas, ça fait 10 jours qu'elle est comme ça. Bon, normalement pour ici, il en aurait largement assez. Au cas où je fais quand même encore un aller-retour. J'avoue que j'ai pas compté par rapport à ce que j'ai acheté en plan, quelle surface j'ai besoin. Je me base un peu comme l'année dernière. On a vu un demi-hectare, largement assez pour tout faire. Et le reste, bah, ça attendra, puisque j'ai aucune raison de le faire tout de suite, il n'y a rien qui presse. Le reste c'est pour des plantations pas avant le 15 mai. Alors on attaque l'étape numéro 2. Savoir le labour. On voit que c'est un peu humide, mais ça va, ça porte bien. Je pense que ça va être assez friable. Normalement, pour la fin de semaine, avec un bon soleil là-dessus, ça devrait être cool. Alors, voyons voir ce que ça donne. Ça, une bonne semaine de soleil là-dessus normalement. Ça doit être pas mal. Bon, on commence à voir le bout. J'avoue que je suis un peu à l'aveugle parce que j'ai pas fait mes calculs pour savoir combien de surface j'avais besoin. Donc ouais, je vais quasiment aller jusqu'au bout et normalement on va prendre un peu plus large pour être sûr. Voilà, je fais mon dernier retour là normalement. Je vais aller voir après, je vais mesurer si j'ai bien ma largeur prévue. Une bonne vingtaine de mètres. Et bon, c'est vrai que moi je suis jamais fan des labours d'hiver. Hein.
Pas labour d'hiver ou comme là, bon, on va pas dire qu'on est au printemps. Je préfère largement soit pas labourer, soit faire un labour de printemps quand c'est bien réessuyé. D'ailleurs, ce que j'aime bien moi, c'est ouvrir la terre d'abord avec un outil, ça peut être 10 quoi dedans, hein, mais histoire de faire entrer un peu le sec, de réessuyer un peu plus le profil en profondeur. Parce que là, il y a les directs comme ça en sortie d'hiver avec la charrue, on voit que c'est un petit peu gras, mais bon. C'est la seule possibilité que j'avais pour planter mes bulbes assez tôt. Alors vous allez me dire, il n'y a pas d'urgence à planter les bulbes, hein, que ce soit oignons et échalotes, enfin quoi que l'ail, plutôt mieux, hein, toujours. Hein. Mais c'est vrai que j'aime bien y aller tôt pour ces espèces-là, parce qu'on s'assure déjà une reprise dans l'humidité. Enfin, en plus les échalotes, vous allez voir, c'est bâché en plastique, donc si on est dans l'humido début, on a encore des risques de pluie, etc. Du coup, après, voilà, le potentiel il est fait une fois qu'on a une bonne pousse déjà dans l'humide. Avec la bâche, ça retient l'humidité. Donc voilà, je préfère. Ça s'est toujours bien passé quand je plantais le plus tôt possible. Alors on est mercredi, on est exactement à 2 jours après le labour. Et je viens voir du coup ce que ça donne ici. Alors ça a bien blanchi sur le dessus, mais bon, les 2 jours en plus là vont pas faire de mal. Tu vois sur le dessus, ça s'effrite tout seul. Bon, il n'y a encore rien qui presse, mais 2 jours de beau temps, 2 jours de beau soleil, ça va encore faire du bien. Alors après, l'autre méthode quand on veut forcer un petit peu, c'est de passer avec le Cultirato, avec le petit tracteur à 1,50 m. Comme ça en fait on va tasser uniquement les passages de roues, mais ce sera jamais les passages qu'on va planter. Donc du coup c'est une possibilité. L'année dernière j'ai fait comme ça, c'était juste pour planter les échalotes. En fait on a fait au Cultirato, comme ça toutes les parties qui étaient plantées, on n'a jamais roulé dessus. Et ça se passe bien comme ça. Jeudi matin, toujours sous le soleil. Et je réessaye un peu d'arrachage de carottes à l'extérieur, puisqu'on a bientôt fini les carottes de conservation en frigo. Et de ce que j'ai vu au sol, ça a l'air pas mal. Ça conserve toujours très bien en terre. Bon, malgré un peu de pourriture quand il y a des excès d'eau. Mais quand on est sur des bonnes conditions d'arrachage, c'est du bon boulot. Le problème, c'est quand on doit arracher l'hiver et que c'est gorgé d'eau, ça c'est la merde. Regarde ça, impeccable. On bouge un peu. Elles sont nickel. Je sais pas qu'il n'y aura pas de déchets, mais ça a l'air vraiment pas mal. Bon là volontairement je suis allé ramasser ici les carottes, puisque là on voit qu'on est dans la basse, et ça je m'y attendais. Il y a pas mal de pourris, des trucs comme ça, comment on va bien le voir. Souvent c'est ça, voilà, ça c'est vraiment la pourriture de l'excès d'eau. Alors ça dépend, des fois c'est souvent le bout qui est mou. Moi c'est plus ça. Et dès qu'on remonte, bah, ça va beaucoup mieux, beaucoup moins de déchets. Forcément, on a un petit relief, là une petite basse, donc l'eau a plus tendance à poser que là-haut, elle a coulé en fait. Bon, et le point positif, c'est qu'on a 0 dégâts de gel. Le gel en fait, c'est quand ici c'est au niveau du collet que ça devient tout mou, que ça se détache, ça se délite complètement. Et des fois aussi même on a des crevasses qui se créent, et là il n'y a même pas de crevasses. Ça limite les crevasses, c'est pas très grave, mais c'est souvent symptôme du gel. Et donc on voit que l'esquimau, bah, apparemment ça fait le taf, hein.
par rapport au gel. Donc il n'y a pas eu de couverture contrairement aux autres années. Je me suis dit allez, on va essayer. Si l'Eskimo s'est vendu pour moins 10, ben on va essayer. Et c'est concluant, hein. Non, c'est impeccable. Donc ça c'est une bonne chose. Donc en fait la stratégie pour l'année à venir, c'est de mettre une grande partie en d'autres variétés. Il y aura, donc cette année il y aura de la, donc toujours Maestro, Nérac, Romance et ensuite Eskimo que je vais laisser au champ. On va faire comme ça. Et donc ici sur le haut de la parcelle on voit qu'il y a beaucoup moins de pourris. Et ça je le sais d'avance que quand on va les laver ça va être magnifique. Ça va être orange, brillant, limite translucide. Et ça, tu peux pas l'avoir en carotte de conservation, c'est impossible. Tu peux faire ce que tu veux même si ça conserve bien. Et bah le fait de passer longtemps au frigo, t'as un effet un peu plus terne. Quand c'est lavé, ça brille moins. Alors la carotte est toujours tout aussi bonne. Elle est moins vendeuse parce qu'elle ternit. Elle peut même des fois un peu blanchir quand elle sèche. Donc voilà, c'est pas la même chose. Après voilà, faut aller au champ. Il faut aller au champ en hiver, au printemps. C'est un peu le problème. Donc maintenant ici on est en train de préparer les plants d'haricots aram. Puisque comme vous le savez, nous on plante pas d'haricots nains au sol. On fait uniquement du haricot aram. Pour quelle raison on fait que du haricot aram? Pour la simplification de la récolte, parce que ça se récolte debout. Et donc plutôt que du semi-direct, enfin surtout sur le premier lot, on fait des petites mottes et puis on plante les graines dans les mottes. Comme ça on est sûr d'avoir une bonne levée, parce que ça nous est déjà arrivé de faire des semis d'haricots qui foiraient, enfin avoir de la fonte de semis. Parce qu'en fonction des conditions, des fois tu peux avoir une graine qui pourrit au sol, un peu trop d'arrosage ou quoi. Tandis que là, dans une mode comme ça, ce sont les meilleures conditions. Donc là d'abord Franck fait sa petite popote. On prend du terreau. On humidifie un petit peu pour que ça fasse, pour que ça colle, pour qu'on puisse faire des cubes. On ajoute un petit peu d'eau, on mélange. Ensuite il vient avec le presse-motte, il le remplit. Il le pose dans la caisse. Et bien actionner le pressoir pour densifier la motte. Voilà. Et on a une motte qui tient bien. Alors forcément là elle est humide, on pourrait pas la planter comme ça, mais une fois qu'elle aura réessuyé un petit peu, elle sera bien dure. Alors après en fonction de la taille des mottes, vous pouvez mettre plusieurs graines ou une graine. Là c'est des petites mottes, donc on met une seule graine. Peut-être que deux ça pourrait aller, mais bon. Ouais, ça reste quand même une grosse graine, donc je pense que un c'est bien. Après ce qu'on peut faire c'est sur des mottes de 10. Donc ils font à peu près 4 comme ça. On en met voilà 3 ou 4 justement. Qu'on plante après en distance, donc on plante des pokés en fait. Et après on va distancer un peu plus sur le rang, ça fait un peu moins de boulot de plantation. Et normalement en haricot aram, il n'y a pas de problème à planter des pokés quoi. Donc une fois le semis réalisé, il suffit après de saupoudrer un peu du terreau humide. Et de rétaler, de replaquer un petit peu. Et puis après, on n'aura plus qu'à les mettre en serre, au chaud, en maintenant toujours un bon taux d'humidité de la motte. Surtout pas qu'elle sèche. Mais voilà, arrosage fréquent, sans la noyer forcément, mais arrosage fréquent. Alors aujourd'hui également, première livraison d'une grande série de Palox. J'en ai acheté 260 exactement, d'occasion. Alors pourquoi
Pourquoi 260 palox? Tout simplement parce qu'on va commencer une nouvelle activité cette année. C'est la production de choux paumés pour une coopérative. Alors la coopérative en question, c'est le marché de Falampin. Donc cette année on va mettre 1,5 hectare de choux paumés, à savoir 60% de choux blancs et 40% de choux rouges. On va planter fin mai, semaine 22 exactement. Et donc du coup, pour cette production, il me faut plein de palox parce que tout est stocké en palox. Mais je reviendrai sur ce sujet au moment de la plantation. Voilà, ça se termine plus que 2 piles. Et voilà. Bon, on monte un peu haut, hein. Mais si je veux tout caser. Allez, on va faire un essai de travail avec le Cultirato, donc travailler en planche pour comme objectif de ne pas rouler sur les futures bandes de plantation. Je vois que ça a bien blanchi les deux côtés, je pense que ça va le faire. Alors en fait là ce que je viens faire, c'est que je viens effleurer le labour. Donc on voit, je prends vraiment les premiers centimètres du labour pour niveler, faire mes traces. Donc le travail est dans un premier temps un petit peu grossier, mais ça me pose pas du tout problème, puisqu'après grâce à ça j'aurai mes traces pour mettre mes engrais. Et ensuite on reviendra faire un passage pour enfouir les engrais et du coup planter, tout simplement. Bon bah ce soir il y aura un atelier soudure. Vous avez vu la roue à droite? Bon, je vais pas vous dire que je suis étonné parce qu'en fait elle était un peu faiblarde. Je pensais honnêtement qu'elle allait tenir, mais bon, c'était un des travaux, un travail qui était prévu pour l'hiver. Et le printemps est arrivé un peu trop vite. Donc du coup je fais tout relevage. Génial. Ah bon, il n'y a plus que ça à finir. Donc là vraiment c'est un travail très grossier, c'est normal, en surface il reste plein de grosses mottes. Il n'y a aucun problème. Là on va laisser sécher ça comme ça. Maintenant j'ai mes passages, je pourrais déjà mettre mes engrais. Et après on repassera demain dans la matinée pour faire une dernière préparation. Et puis ensuite mettre le paillage plastique et planter, etc., etc. Allez, let's go! Alors nous voilà sur les engrais. Donc là c'est l'aspargite. Donc l'engrais à base de potassium et phosphore, déchets de l'agroalimentaire que j'ai pend avec les pendeurs à nappe. Parce que c'est beaucoup plus simple d'un point de vue précision, et surtout qu'avec les pendeurs à engrais c'est impossible. Puisque ça passe pas, en fait c'est de la poudre. Donc l'aspargite c'est comme ça. C'est de la poudre, puis c'est un peu humide. D'ailleurs j'avais peur de pas savoir les pendre avec ça, mais finalement ça a l'air d'aller pas trop mal. Et si on mettait ça avec le distributeur d'engrais, ça n'irait pas du tout, parce que dès l'instant que c'est un peu humide avec le distributeur d'engrais, la sortie elle est pas assez grosse. Tandis que là je suis quasiment ouvert, bon je suis pas au max. Et en fait c'est l'effet des... Il y a des petits agitateurs au fond qui tournent comme ça, hélicoïdal, et qui font que ça tombe. Donc avec l'hydraulique en fait j'actionne les agitateurs et ça fait tomber. D'ailleurs on le voit, quand ça agite pas, même que c'est ouvert, ça tombe pas. Parce que c'est colmaté en fait. Comme c'est légèrement humide. Allez, deuxième fournée. Bientôt 20 h. Et également on a une autre arrivée, c'est un technicien dommage qui nous vient de Pologne, qui a fait la route depuis ce matin pour régler le problème sur ma peseuse. Le petit problème de variation de poids là. Il y a de l'activité cette nuit. On est vendredi, ça y est, la plantation d'échalotes a commencé. Alors j'ai loupé quelques petites étapes, enfin pas grand chose, juste que je suis revenu travailler ce matin ici, le sol pour les 4 bandes là. Mais j'avais pris la GoPro, mais je n'avais pas de carte SD, donc ça va pas. Donc là je vais vous montrer pour l'aspect filmage et l'aspect plantation. Allez, c'est parti pour la pause du film. Alors tout à l'heure quand on a commencé c'était la galère au début. Maintenant j'ai trouvé mes réglages et ça va même tout seul.
Allez, j'en profite pour vous faire quelques petites images du drone. Et ça c'est quand même l'aspect très pratique, hein. On pose directement le drone sur le capot. Allez. Oh, il a eu chaud. Donc ici pour la plantation vous avez remarqué qu'il y a deux films de paillage différents. Normalement ça c'est ce que j'ai utilisé l'année dernière. C'est du 30 trous au mètre carré je crois. C'est assez dense mais ça passe. Et ici ça c'est du paillage salade parce qu'en fait j'étais arrivé à la fin de mon rouleau. J'avais prévu de mettre du paillage plein sans perforation et d'aller planter dedans comme ici. Sauf que mon paillage plein n'était pas micro perforé. Vous voyez quand tu regardes ici, je sais pas si on le voit, il y a toutes des petites perforations pour faire passer l'eau. Et sur mon paillage plein j'avais pas ça, donc forcément si je mets pas de goutte à goutte à l'intérieur, bah, ça restera opaque et imperméable. Donc du coup je suis parti en paillage salade avec une double densité. Donc je plante dans mes trous et en même temps je plante au milieu à chaque fois pour doubler. Parce que salade c'est 14, donc là je vais passer du coup à 28. Et puis ça se présente bien comme ça, ça va aller. Alors, une partie de la plantation se fait avec le chariot d'assistance, comme l'année dernière. Donc forcément c'est beaucoup plus long qu'avec la planteuse mécanique qu'on va utiliser après pour les autres bulbes, ail et oignons. Mais voilà, c'est la technique de plantation de l'échalote traditionnelle. C'est ce qu'on voit d'ailleurs principalement en Bretagne. Ils en mettent sur des hectares et des hectares. Et c'est une technique que j'aime bien. En plus là avec le paillage, bah voilà, déjà l'aspect désherbage. Et surtout l'aspect conservation de l'humidité, bah là on a un sol humide, il va rester humide. Il y a beau faire du vent, du soleil, ici ça va juste chauffer. Mais l'humidité va vraiment rester, il y a vraiment très peu d'évaporation grâce à ces paillages là. Donc du coup, même sur un printemps sec, normalement, en échalote quand c'est planté assez tôt, dans des conditions humides, et ben il n'y a aucun problème, ça va jusqu'au bout. Hein. Bon moi là je prépare la suite pour les oignons et l'ail. On va certainement planter demain. On est samedi et c'est parti pour la plantation de l'ail avec le Someca en toute autonomie, même sans GPS, et ça c'est grâce aux bandes de Culturato qui suit cette roue, cette trace. Et comme ça moi j'en profite derrière pour aider à enlever les doublons. Puisqu'il y a quand même pas mal de doublons avec l'ail en fait là. Donc, vous voyez c'est une machine je vais me concentrer en même temps. Là. Donc c'est une machine avec des godets qui récupèrent dans le tas d'ail. Mais bon il n'y a pas de vibration donc du coup il n'y a pas d'élimination automatique des doublons, donc on le fait à la main. Et ça, bah, les doublons, ça dépend du calibre de l'ail, ça dépend de la grosseur des godets. Je sais qu'il y a une chaîne avec des plus petits godets, mais bon,
ça valait pas le coup je la change, surtout qu'après on passe en bulbille et là c'est les godets qu'il faut. Donc devant ici on a des socles qui couvrent la terre, les chaînes elles font tomber dans des goulottes. Ensuite ça tombe ici. La profondeur se fait avec un bouche-jauge ici. Et derrière on a une roue qui plombe sur ressort là. Voilà. La profondeur elle est correcte. Et ici ce petit rouleau là qui vient tirer la terre pour recouvrir. Fonctionnement très simple. Et c'est terminé pour l'ail. On va passer aux bulbilles d'oignons jaune et rouge. Mais avant ça il faut qu'on rajoute 2 chaînes, parce que là on était en 3 rangs pour l'ail. Et on va passer en 5 rangs pour les oignons. Allez, maintenant on passe aux oignons. Et là c'est clairement beaucoup plus simple. Là je peux même me permettre d'aller beaucoup plus vite. Ça déroule là. Ah c'est top. Ça marche super bien. En oignon jaune. Voilà. Là. Super. Ça sur 5 rangs. C'est pour ça qu'on met sur 5 rangs, parce que j'aimerais bien en fait normalement densifier un peu plus sur le rang. Mais le fait qu'on soit sur 5, bah c'est bien comme ça. Là en termes de densité on est à peu près sur allez, 10 au mètre, ouais, 10-15 au mètre si on comptait doublon. Et comme on a 5 lignes, donc ça fait un peu plus, allez, une soixantaine je pense. On a au moins une soixantaine au mètre carré quoi. Et c'est parti pour la dernière ligne à mon avis. Je pense pas qu'il va rester grand chose, peut-être un petit bout. Et donc du coup j'ai deux bandes en trop. J'ai prévu assez large en effet. Et voilà la fin
fin de la plantation marque également la conclusion de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Le temps, ce ciel bleu magnifique semble vouloir se maintenir au vu des prévisions, même si on aura plus de fraîcheur la semaine prochaine. Donc si ça se maintient, on pourra entrevoir d'autres travaux comme pourquoi pas la plantation des premières pommes de terre d'extérieur. Mais avant ça, je pense que je vais déjà, il y aura le broyage du reste découvert, donc maintenant que ça porte bien, il n'y a plus de problème. On peut envisager ça sereinement, puis un peu de travail du sol, préparer, on verra au fur et à mesure. Mais bon, là pour les bulbes, voilà, si c'est un travail grossier, il n'y a pas de problème. Après, pour les autres cultures, je préfère que ce soit un peu mieux fait en termes de préparation de sol. Donc on va se laisser un peu plus de temps. Voilà, comme ça on avance un peu dans les travaux, parce que là maintenant ça va enchaîner sévère. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Rendez-vous la semaine prochaine à Nostocqué.